Salut les Joe Friends, j'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire un effort d'imagination colossal. Fermez les yeux une seconde. Visualisez le Sahara. Qu'est-ce que vous voyez? Du sable, n'est-ce pas? Des dunes dorées à l'infini, un soleil de plomb, une chaleur écrasante qui fait trembler l'horizon, et surtout un silence minéral. C'est l'endroit le plus hostile de la planète, une terre où l'on peut marcher des semaines sans croiser une âme, ni même un brin d'herbe. Et si je vous disais que tout ça, c'est une illusion d'optique temporelle? Si je vous disais que sous ces milliards de tonnes de poussière dorment les souvenirs d'un tout autre monde? Figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, à l'échelle de la Terre c'était hier matin, le Sahara était vivant, il respirait, il était vert. C'était un paradis luxuriant parcouru par des rivières rugissantes, parsemé de lacs immenses et peuplé de civilisations fascinantes qui ont, sans le savoir, façonné notre histoire. Alors, comment la plus grande plage du monde est-elle devenue un enfer sec et qui étaient ces gens qui nageaient au milieu des dunes? C'est l'histoire incroyable que nous allons traverser ensemble. Attachez vos ceintures temporelles, on remonte le temps de 12 000 ans. Tout commence par un caprice de la météo mondiale. Nous sommes à la fin de la dernière grande glaciation, il y a environ 12 000 ans. La planète sort de son congélateur. Mais ce réchauffement, contrairement à celui qui nous inquiète aujourd'hui, est 100% naturel. La mécanique est fascinante. Les glaciers fondent, les océans montent, mais surtout, ils se réchauffent. Et vous savez ce que fait l'eau chaude? Elle s'évapore. L'Atlantique devient une gigantesque machine à vapeur. Au sud de l'Afrique, dans le golfe de Guinée, des masses d'air gorgées d'humidité se forment. C'est là que la magie opère. La machinerie des vents, la fameuse mousson africaine, change de régime. Au lieu de rester sagement près de l'équateur, elle prend de l'ampleur et remonte vers le nord, très loin vers le nord. Elle vient percuter de plein fouet ces terres arides. Le résultat est biblique. Le ciel s'ouvre, des trompes d'eau s'abattent sur le désert. Ce n'est pas juste une petite averse passagère, non, ce sont des pluies régulières, abondantes, vitales. Les oueds, ces lits de rivières aujourd'hui secs comme des os, se remettent à couler à flot. Le paysage se métamorphose. Les points bas du désert se remplissent. Imaginez le lac Tchad actuel. Aujourd'hui, il est en danger, tout petit, mais à l'époque, c'était une véritable mer intérieure. On l'appelle le méga Tchad. Il couvrait 340 000 km². Pour vous donner une idée, les Joe Friends, c'est plus grand que la taille de l'Allemagne actuelle. Il était si plein qu'il débordait et se déversait vers le sud pour rejoindre le fleuve Niger. L'Afrique du Nord était un archipel de vie au milieu des eaux. Avec l'eau, la vie explose. Mais attention, ne vous imaginez pas une jungle amazonienne impénétrable. Le Sahara vert, c'est plutôt une savane infinie. Imaginez des prairies hautes, ondulant sous le vent, parsemées d'acacias et de grands arbres. Un paysage digne du roi lion. Et qui dit herbe et eau, dit animaux. C'est là que l'image devient surréaliste pour nous, hommes modernes. Si vous aviez pris une machine à remonter le temps pour atterrir au milieu de l'Algérie ou de la Libye il y a 8000 ans, vous n'auriez pas vu de chameaux. Vous auriez vu des troupeaux d'antilopes bondissant dans la plaine. Vous auriez vu des girafes grignoter la cime des arbres. Vous auriez vu des autruches, des rhinocéros et des éléphants. Mais le plus fou, c'est ce qu'il y a dans l'eau. Les rivières sahariennes grouillent d'hippopotames, de tortues géantes et de crocodiles redoutables qui attendent leur proie dans des marécages qui sont aujourd'hui des déserts de sel. C'est une explosion de biodiversité. Et bien sûr, au sommet de cette chaîne alimentaire, un nouveau prédateur débarque. Attiré par ce gibier foisonnant, l'être humain arrive. Il vient du sud, remontant la piste des pluies, et il va découvrir ce nouvel Éden. Avant de vous parler de ces humains, vous allez me dire « Mais attends, comment on sait tout ça? Il n'y avait personne pour écrire des livres d'histoire. » C'est vrai, mais ces peuples nous ont laissé quelque chose de bien plus parlant que des mots. L'art. C'est au milieu du 19e siècle que des explorateurs européens, en s'aventurant dans ces zones hostiles, tombent nez à nez avec des parois rocheuses couvertes de peintures et de gravures. La stupeur est totale. Ils voient dessiner avec un réalisme époustouflant des animaux qui n'existent plus dans la région depuis des millénaires.
Pendant longtemps, on a cru que c'était l'œuvre de Romains égarés ou de voyageurs antiques. On n'arrivait pas à concevoir que des peuples préhistoriques aient pu vivre là. Pourquoi ? Parce que le vent du désert est un tricheur. Il balaie le sable et mélange tous les objets. Une pointe de flèche, vieille de 10 000 ans, peut se retrouver posée juste à côté d'une gourde en plastique perdue hier. Impossible de dater le sol. Heureusement, la science moderne est arrivée à la rescousse. Grâce au carbone 14 et à une discipline fascinante qu'on appelle la glottochronologie, l'étude de l'évolution des langues, on a pu reconstituer le puzzle. Les linguistes ont comparé les langues parlées aujourd'hui entre l'Éthiopie, le Tchad et le Nigeria. Ils ont réalisé que ces langues avaient une racine commune qui s'est séparée il y a environ 12 000 ans, pile au moment où le Sahara devient vert. La conclusion est claire, le peuplement s'est fait par le sud. Ce sont des populations d'Afrique subsaharienne qui sont montées vers le nord pour coloniser ce nouveau monde. Parlons maintenant de ces premiers pionniers. Les archéologues, qui manquent parfois un peu de poésie, les ont nommés selon leur dessin. La première grande culture, apparue il y a 9000 ans, est celle des têtes rondes. Pourquoi ? Parce qu'ils peignaient des personnages avec des têtes parfaitement rondes, sans traits distinctifs, comme des masques ou des casques de cosmonautes. C'est assez mystérieux, presque envoûtant. Ces gens-là ne sont pas encore des éleveurs ou des fermiers à plein temps, ce sont des chasseurs-cueilleurs, mais avec une particularité unique, ils vivent les pieds dans l'eau. Les fouilles archéologiques dans les dunes ont révélé des montagnes d'arêtes de poissons, et pas du menu fretin. On parle de perches du Nil énormes, de silures gigantesques. C'est un fait hallucinant. Ces populations sahariennes mangeaient à 90% du poisson. Ils utilisaient des harpons, des filets, et peut-être même des pirogues pour naviguer sur des lacs disparus. Ils chassaient l'hippopotame comme on chasse le sanglier aujourd'hui. Imaginez la scène, les Joe Friends. Un village de huttes au bord d'un lac scintillant, l'odeur du poisson grillé, des enfants qui jouent dans l'eau, le tout à l'endroit exact où aujourd'hui il n'y a que la mort et la soif. C'était l'âge d'or des pêcheurs du désert. Mais le temps passe, et vers 7000 ans avant notre ère, une nouvelle révolution arrive. Une nouvelle culture prend le dessus, les Bovidiens. Eux, leur obsession, c'est la vache, le bœuf, le taureau. Ils arrivent avec des animaux domestiqués venus du Proche-Orient. Et là, le Sahara devient le paradis des vachers. De l'herbe à perte de vue, de l'eau, les troupeaux se multiplient de façon exponentielle. Ces gens vont développer une relation fusionnelle avec leurs bêtes. Ils ne les tuent presque jamais pour la viande, la vache est trop précieuse vivante. Ils se nourrissent de lait, qu'ils transforment probablement déjà en yaourt ou fromage pour le conserver, les premières traces de laiterie préhistorique. Et ils prélèvent parfois du sang pour le boire, une pratique qu'on retrouve encore chez certains peuples d'Afrique de l'Est aujourd'hui. Leur art rupestre change. Fini les têtes rondes mystérieuses, place au réalisme. Ils dessinent leurs vaches avec une précision maniaque. La forme des cornes, les taches sur le pelage, les pies gonflées de lait. Les archéologues pensent que ces peintures servaient peut-être de livres de comptes. La vache, c'était la monnaie, le compte en banque, le statut social. Plus tu as de vaches, plus tu es puissant. On a même retrouvé des monuments funéraires, des mégalithes de pierre, où des vaches étaient sacrifiées et enterrées. Comme le disait le texte d'origine avec beaucoup d'humour, se faire enterrer avec sa vache, à l'époque, c'est comme se faire enterrer avec sa Ferrari ou sa Rolex aujourd'hui. C'est un signe extérieur de richesse éternelle. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et celle du Sahara vert va être dramatique. Vers 4000 ans avant notre ère, la machine climatique s'enraye. L'oscillation de la Terre change légèrement, le climat mondial se refroidit un peu et la mousson perd de sa puissance. Elle ne remonte plus assez haut. Les pluies se raréfient, les rivières deviennent des ruisseaux, puis des flaques, puis de la poussière. Les lacs immenses commencent à s'évaporer. C'est le début de la fin. On voit alors dans l'archéologie des signes de désespoir. Les hommes creusent des puits. Au début, l'eau est à 2 mètres, puis à 10. Puis ils creusent des fosses immenses pour atteindre une nappe phréatique qui ne cesse de baisser. L'art rupestre change de ton. Fini les scènes pastorales paisibles. On voit apparaître des guerriers, des armes, des scènes de bataille. L'abondance a laissé place à la pénurie. Quand il n'y a plus assez d'eau et d'herbe pour tout le monde, l'homme devient un loup pour l'homme. Les voisins s'entretuent pour les dernières oasis. C'est la grande dispersion. Les populations doivent fuir.
Certains descendent vers le sud, vers l'Afrique tropicale, d'autres vont vers l'ouest, vers la côte mauritanienne, mais un groupe va avoir un destin incroyable. Il fuit vers l'est, vers la seule source d'eau qui résiste encore, la vallée du Nil. En arrivant là-bas, ces réfugiés climatiques du Sahara vont apporter leur savoir-faire, leur organisation sociale, leurs croyances liées au bétail. Et c'est en partie grâce à cet afflux de population que va naître quelques siècles plus tard l'une des plus grandes civilisations de l'histoire, l'Égypte antique et l'Ancien Empire. Les pyramides sont d'une certaine manière les héritières du Sahara vert. Ceux qui restent dans le désert doivent s'adapter ou mourir. On voit apparaître des rituels poignants pour faire revenir la pluie. Les gravures montrent des personnages qui rappellent le prophète Élie, une figure biblique capable de commander aux nuages. On trouve des rochers martelés de milliers d'impacts. Les hommes frappaient la pierre pour imiter le bruit du tonnerre dans une prière désespérée pour qu'un orage éclate. C'est la naissance d'une angoisse climatique qui ne quittera plus jamais ces peuples. Le Sahara se vide, se tait. Il devient la barrière infranchissable que l'on connaît. Il faudra attendre le début de notre ère, il y a environ 2000 ans, pour qu'une innovation technologique change la donne, l'arrivée du dromadaire, importé d'Arabie. Grâce à ce vaisseau du désert, le commerce reprend. Les caravanes tracent des routes à travers les dunes, reliant le nord et le sud. Mais le paradis vert, lui, est définitivement perdu, enfoui sous le sable et l'oubli. Alors, mes chers Joe Friends, que retenir de cette épopée? D'abord que notre planète est vivante et changeante. Ce que nous considérons comme éternel, le désert du Sahara, n'est qu'une phase, un instantané dans le film géologique de la Terre. Ensuite, cela nous interroge sur notre avenir. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique causé par nos industries, les océans chauffent à nouveau. Certains modèles prédisent que les pluies pourraient revenir sur le Sahara. On voit déjà, au nord du Soudan, l'herbe regagner timidement du terrain. Pourrions-nous revoir un jour un Sahara vert? Peut-être. Mais la brutalité de notre changement climatique actuel, couplée à la surexploitation des nappes phréatiques par l'homme moderne, risque de compliquer les choses. En attendant, la prochaine fois que vous verrez une image de ces dunes infinies, ne voyez pas seulement du vide. Pensez au rire des pêcheurs, au meuglement des vaches sacrées et au clapotis de l'eau sur des rivages disparus. Le Sahara n'est pas mort, il dort, et il rêve de son passé glorieux. Merci de m'avoir écouté, c'était un plaisir de voyager dans le temps avec vous. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle